Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, je vais vous demander de vous installer pour qu'on puisse démarrer. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir dans la continuité de cette réunion plénière de la direction du budget, dans la continuité de la matinée, pour une table ronde sur la thématique de la mise en œuvre de la LOLF au niveau déconcentré. Alors cette thématique, elle est doublement intéressante. En termes de contexte, vous savez que nous célébrons cette année les 20 ans de mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001. Pardon, et j'ai eu un moment d'hésitation. Du 1er août 2001. Et que donc nous avons décidé à la direction du budget de fêter dignement ces 20 ans de la LOLF par différentes tables rondes et la participation au colloque de l'Assemblée nationale que j'évoquais ce matin. Et par ailleurs, nous avons une thématique qui est extrêmement d'actualité, en fait, qui existe depuis les toutes premières années de la LOLF, mais qui est en ce moment tout à fait d'actualité, puisque vous savez que le gouvernement met une grande priorité sur la déconcentration budgétaire et la mise en œuvre déconcentrée des problématiques de gestion des ressources humaines et des moyens budgétaires. Le Premier ministre a notamment publié une circulaire en mars dernier demandant une déconcentration plus forte des moyens. On va probablement y revenir dans cette table ronde. Et il suit très attentivement la mise en œuvre de ces problématiques. J'étais pas plus tard que la semaine dernière à une réunion qui rassemblait le Premier ministre et l'ensemble des secrétaires généraux des ministères pour parler de cette thématique et de la mise en œuvre déconcentrée du cadre budgétaire. Donc pour débattre de ces sujets d'actualité, nous avons un plateau de très grande qualité. Je voudrais vraiment remercier très chaleureusement tous les intervenants, en commençant par Franck Mordac qui a accepté de présider cette table ronde. Franck Mordac, vous le savez, est un des pères de la LOLF, puisqu'il dirigeait la direction de la réforme budgétaire au moment de la mise en œuvre de la loi organique. Il est actuellement DRFIP des Hauts-de-France et il nous a fait l'amitié de bien vouloir organiser cette table ronde. Donc à côté de lui, nous avons Sylvie Tirard, qui est actuellement inspectrice générale de l'enseignement support, je ne sais jamais, de l'éducation, du sport et de la recherche. Merci, je devrais pourtant savoir d'où je viens. Mais qui a surtout été secrétaire général de plusieurs très grandes académies, dont l'Académie de Créteil, et qui donc a vu dans un ministère fortement déconcentré la mise en œuvre des crédits sur le terrain. Donc merci Sylvie d'être là. Merci aussi à Antoine Goblet, un ancien d'EPAFI, qui est actuellement également en responsabilité au niveau déconcentré en tant que préfet au sein de la région Île-de-France. Merci également à Nathalie Chaumette qui va nous expliquer toutes les problématiques budgétaires qu'elle rencontre en tant que directrice de l'emploi, du travail et de la solidarité dans le Pas-de-Calais, avec notamment toutes les problématiques liées à l'hébergement d'urgence. On en parlait il y a quelques minutes avec elle, et tous les problèmes de prévisibilité sur les moyens budgétaires. Nous aurons également l'intervention de Jean-François Dague, contrôleur budgétaire régional de la région PACA, qui pourra nous expliquer le rôle déconcentré cette fois de la direction du budget à travers son réseau sur la mise en œuvre des moyens. Et Benoît Laroche, que je ne vous présente pas, mais pour nos intervenants, sous-directeur de la 2e sous-direction, donc qui s'occupe des réformes de gestion publique, pourra évoquer les travaux en cours à la direction du budget sur le sujet. Donc je ne m'attarde pas plus longtemps et vraiment un grand merci à tous pour votre mobilisation pour cette journée de formation de la direction du budget. Merci. Merci, bonjour à tous. Merci Mélanie et merci Alexandre de m'avoir convié pour piloter cette table ronde, et je remercie les témoins qui sont là, avec lesquels on va converser tout à l'heure. J'ai répondu évidemment favorable à l'invitation parce que j'aime la direction du budget, et budgétaire un jour, budgétaire toujours. Il faut bien le mettre en pratique. Et ça me rappelle quelques souvenirs, 20 ans en arrière, le vote de la LOLF, tous les moments que j'ai vécus et avec ceux de la direction de la réforme budgétaire. Alors,
Le sujet, la LOLF et les services déconcentrés, est un sujet qui est parfois mal connu. Quand on est à la direction du budget, et qu'on est jeune cadre et qu'on n'a pas été sur le terrain, ce qui était mon cas à une époque aussi, et c'est un sujet qui est assez méconnu parce qu'on est évidemment dans des domaines un peu éloignés des grands arbitrages. Pour autant, comme on le sait, les politiques publiques se mettent en place sur le terrain. Et donc, lorsqu'on a réfléchi à la mise en œuvre de la LOLF dans les services déconcentrés, on s'est posé la question de la traduction des règles budgétaires dans les services déconcentrés. Alors, je vais essayer dans mon introduction deux temps. Le premier temps, c'est comment on a réfléchi à la mise en œuvre de la LOLF il y a 20 ans, et ensuite, deuxième temps, comment ça a pu évoluer au cours des 20 dernières années. Donc, la mise en œuvre de la LOLF dans les services déconcentrés, c'était un peu une révolution de la gestion publique. Et donc, quand on était à la direction de la réforme budgétaire, on s'est posé, sur l'application des règles budgétaires, 3 questions. Première question, comment traduire ces règles concrètement en services déconcentrés? Deuxième question, comment positionner le rôle du préfet? Et troisième question, qui était quel est le bon niveau du dialogue de gestion dans la gestion LOLFique. Alors, sur le premier point, les principes budgétaires, on les connaissait. Dans la LOLF, c'est la globalisation des crédits, des programmes 7 fois plus gros que les chapitres d'avant, c'est des libertés de gestion avec des redéploiements, fongibilité par nature, fongibilité entre T2 et hors T2 qualifiée selon le langage bien technocratique d'asymétrique, et puis la déclinaison de la performance. Et donc, on s'est dit, il faut donc que ces règles-là, on puisse les appliquer sur les crédits qui sont engagés au niveau déconcentré. Et cet engagement au niveau déconcentré, c'était de regarder si on pouvait maintenir cette globalisation des crédits et ces libertés de redéploiement. D'où cette idée d'un budget opérationnel de programme qui permettait d'établir à un niveau, on va définir, la programmation des crédits qui s'exécuteront ensuite sur le terrain concrètement au moment de l'engagement, et puis également la façon dont on pouvait assurer la fongibilité. C'est-à-dire cette fongibilité, il fallait qu'elle ait un niveau suffisant pour pouvoir s'exercer pour des crédits déconcentrés. Et donc, en quelque sorte, on s'est posé la question de la positionnement de ce BOP de façon à ce qu'il y ait le maintien de cette globalisation des crédits. Autrement dit, si un programme qui se décline au niveau déconcentré avait plusieurs BOP, on revenait au chapitre article paragraphe qui se déversaient comme des tuyaux d'orgue. Il fallait donc à un seul programme correspondre à un seul BOP. Ça ne veut pas dire, et on le voit concrètement sur le terrain, qu'un directeur déconcentré ne met en place qu'un seul BOP, puisqu'il est, dans tous les ministères qui ont des services polyvalents et des politiques multiples, responsable de plusieurs BOP parce qu'ils mettent en œuvre plusieurs programmes ministériels. La question qu'on s'est posée aussi, c'était de savoir s'il fallait traduire dans les textes cette notion de BOP. Vous voyez que la loi 2001, il n'y a pas eu de décret d'application dans les 10 premières années, parce qu'on a bien voulu faire la distinction entre ce qui était de la nomenclature, du dur, et ce qui était de la gestion, pour ne pas corseter la gestion en quelque sorte. Mais il a fallu, le moment venu, quand même, cristalliser toute cette notion dans un texte. Ça a été le GBCP de 2012, avec cette trilogie RBOP, R-Programme, RBOP, RUO, qui a fait les délices de tous les budgétaires. Voilà, donc un BOP, programmation, répartition des crédits, fongibilité, ce qui ne veut pas dire que c'est le niveau de l'exécution, proprement dit, c'est le niveau de la programmation et de la répartition. Deuxième question qu'on s'est posée, c'est le rôle du préfet. Alors pourquoi on s'est posé cette question ? Alors je parle évidemment des crédits déconcentrés qui sont sous l'autorité du préfet. Donc on met de côté la justice, l'éducation nationale, les finances, la défense. Et donc ces crédits qui étaient dans les directions qui étaient sous l'autorité du préfet, la question c'était de savoir quel sort leur attribuer, parce que dans l'ancien système, je vais dire un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, selon la chanson, et il faut se rappeler de ce que c'était avant, parce qu'aujourd'hui tout semble normal dans la globalisation des crédits, ce n'était pas le cas avant. Pour les crédits déconcentrés, c'était les crédits d'investissement qui étaient directement mis à disposition des préfets, qui les répartissaient ensuite, avec un pouvoir de décision, puisqu'on avait dit que c'était le principe de base que les crédits d'investissement étaient déconcentrés. À partir du moment où on a un budget global, est-ce que les préfets devaient regarder la totalité des crédits, avec des risques peut-être d'embolisation compte tenu de l'importance de tous les crédits qui arrivaient dans les BOP, ou pas? Et un arbitrage a été rendu, et c'est le décret du 29 avril 2014, consistant à distinguer, j'allais dire, le moment de l'amont et le moment de l'aval. Le moment de l'amont, c'est de donner un pouvoir au préfet d'avoir un avis
ainsi qu'ailleurs à l'époque au contrôleur budgétaire en région, un avis sur l'ensemble des BOP, des services soumis à son autorité, et de pouvoir donner un avis qui soit pertinent en influant sur la répartition éventuellement des crédits. Et on le distingue du moment de l'aval, qui est qu'à partir du moment où le préfet a donné délégation de signature aux ordonnateurs secondaires délégués, les crédits sont mis directement à la disposition de ceux qui vont engager. Et comme Chorus permettait dans le même temps de pouvoir mettre directement les crédits à disposition dans les tuyaux, ça se passait bien. Troisième question, quel était le bon niveau pertinent pour le dialogue de gestion? Là aussi, à la DRB, on s'est posé la question de dire, d'abord c'est au ministère d'en décider, parce que la liberté de gestion, c'est de donner plus de responsabilités au ministère. Et puis, on avait quand même donné quelques orientations en disant, si vous voulez un dialogue de gestion fréquent, 100 unités, ça fait peut-être beaucoup, si c'était les BOP départementaux, et puis il faut une taille critique. Je me souviens très bien, on avait fait des expérimentations dans les années 2003, 2004, 2005, avant la bascule en 2006. On avait un BOP de mémoire sport Limousin, où il devait y avoir 10 agents et quelques crédits. Et donc, ça n'a aucune espèce d'intérêt sur la taille critique que peut représenter un budget de cette importance. Et on est revenu en arrière, l'expérimentation a servi. Et donc, les ministères, forts eux-mêmes très intelligents dans leur perception de ce dialogue de gestion, ont considéré que le bon niveau, c'était plutôt la région. Alors, il y a eu en 2006 5 programmes avec des BOP départementaux qui ont aujourd'hui totalement disparu. C'était les 2 programmes de l'agriculture, agriculture et forêt, et 2 programmes des finances, il y avait CP d'un côté, DGI de l'autre, et puis il y avait les préfectures à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a plus de BOP départementaux. Tous les BOP sont soit régionaux, la quasi-majorité, soit interrégionaux. Alors, quand je dis régionaux, il y a aussi l'éducation, hein, c'est presque régional, on va dire, avec les académies, mais c'est effectivement l'unité qui a été retenue. Il y a quelques BOP interrégionaux qui sont ceux des 4 programmes de la justice et la police, ainsi que la gendarmerie. Alors, je dois dire qu'il y a une petite exception à la règle, j'en suis un peu triste, hein, mais je l'ai déjà dit, c'est la DGFiP qui a un BOP central pour des services déconcentrés. Mais passons. Voilà un peu donc les 3 questions auxquelles on a essayé de répondre. Alors maintenant, ce que je vais essayer de voir avec vous dans ce deuxième temps, c'est qu'est-ce qui s'est passé durant 20 ans? Est-ce que ce qu'on avait conçu initialement s'est bien mis en place? Quelles ont été les évolutions? Et c'est là où on voit, et je serais intarissable sur le sujet si je le pouvais, c'est-à-dire que la LOLF, qui est une réforme budgétaire et comptable, et non pas une réforme de politique budgétaire, chacun le sait, même si 80% des gens disent l'inverse, eh bien, c'est un levier de réforme. Il y a plein d'exemples sur des réorganisations qui ont été menées grâce à cette réforme budgétaire. Et là, en l'occurrence, sur le niveau déconcentré, ça fait apparaître la région comme étant avant tout l'outil, le niveau principal de pilotage et de programmation, tout en disant, il faut faire très attention, que le département, évidemment, le niveau le plus opérationnel, le plus proche du territoire où se mettent en place les politiques publiques. Mais ayant dit ceci, néanmoins, on regarde que la région a pris énormément d'importance. Il y a 3 domaines que je vais prendre pour exemple de ce phénomène d'évolution. Premier exemple, c'est que la région est devenue le niveau de la programmation budgétaire. Ce qui a été initié dans les années 2000 est arrivé dans les années 2010 avec le décret du 16 février 2010, qu'on appelait la REAT, donc ceux qui ont oublié, c'était les RGPP appliqués aux réformes territoriales, la réforme de l'administration territoriale, qui a fait du préfet de région le responsable de la mise en œuvre des politiques et le rendu compte dans la région, et également pour ajouter des établissements publics, même si le préfet est le délégué des établissements publics, comme la plupart des établissements publics ont une dimension régionale dans leur échelon déconcentré, que ce soit l'ANA, l'ACCE, l'ADEME ou autre, c'est de fait le préfet de région qui a plus de responsabilités. C'est aussi l'époque où on a créé les 5 grandes directions fusionnées que sont la DREAL, la DRAF, la DRAC, la DRJS, la DIRECT, ces 2 dernières ayant fusionné en DRETS. Pour ceux qui veulent comprendre les acronymes, ils iront se reporter au bon document. Et c'est l'époque aussi où on a recréé un peu un nouveau quart, le comité de l'administration en région, avec une collégialité renforcée. Donc les 5 directeurs présents autour du préfet et des préfets de département, auxquels on a adjoint bien évidemment le directeur général de l'ARS, le recteur et le directeur régional des finances publiques. Et puis on a vu se développer également les fonctions de SGAR au niveau de la région. L'autre évolution qu'on a connue sur cette programmation forte au niveau régional, c'est le pouvoir qu'a eu progressivement le préfet sur les BOP, sur l'avis sur les BOP.
Le premier texte, le décret de 2014, dit que le préfet donne un avis sur le projet de budget. À l'époque, on ne parlait pas encore de BOP en 2004. On préparait la bascule 2006. Dans le décret suivant, on parle cette fois-ci d'un préfet de région qui arrête la répartition des moyens des crédits mis à sa disposition. Et 2 ou 3 années plus tard, en 2013 exactement, un CIMAP, l'époque modernisation de l'action publique, décide que le préfet est ès-qualité responsable de tous les BOP sous son autorité. Et aujourd'hui, quand je regarde par exemple dans les Hauts-de-France, le préfet de région a 30 BOP pour lesquels il est responsable de fait et de juré. Alors de fait, quand même, c'est plutôt les directeurs régionaux, mais c'est lui qui en est effectivement responsable. Deuxième exemple de l'évolution qui a fait monter en puissance la région, c'est la globalisation des crédits de l'administration territoriale. Alors, c'est vrai, je ne sais pas ce que le préfet Goblet en pensera tout à l'heure, mais le ministère de l'Intérieur a toujours voulu avoir à sa disposition des marges de manœuvre importantes au niveau déconcentré pour redéployer les crédits. Donc, il y a une première, si vous me permettez l'expression, entorse à l'esprit de la LOLF, mais non pas à la lettre, bien sûr, quand on a créé le PIT, le programme des interventions territoriales de l'État, qui est une exception de la règle, parce que c'est un programme géographique. C'est la négation même de l'esprit de la LOLF, un programme géographique. Mais, bien sûr, les règles ont été respectées, puisque c'est un programme ministériel. Et alors, pour l'anecdote, à l'époque, quand il a été mis en place après arbitrage à Matignon, il y avait 26 régions. Eh bien, il y a eu 26 propositions d'actions. Des actions non fongibles entre elles, bien sûr. Et c'est le ministère de l'Intérieur qui avait donné l'exemple au début avec l'eau en Bretagne pour dire je ne veux pas en permanence discuter avec les crédits de l'environnement, les crédits de l'agriculture, les autres crédits, mettez-moi tout en paquet commun. Bien sûr, on voit que si on pousse à l'extrême cette idée, on a de moins en moins de programmes ministériels et de plus en plus de programmes géographiques. Donc c'est l'exception, bien sûr, qui confirme la règle. Et aujourd'hui, on en est à 6 ou 7 actions, là où il y en a eu 4 à un moment, ces 2 dernières années. Donc, le PIT mis à part, l'autre mouvement qu'on a vu au cours de ces 20 dernières années, c'est progressivement la centralisation des crédits de l'administration territoriale sous l'autorité du préfet de région. Alors, en 2006, je le rappelais, il y avait des BOP départementaux pour les propres crédits des préfectures. Et puis, le décret de 2011 a permis d'avoir un préfet de région qui, sur ses propres crédits, était responsable donc, du BOP de tout... des crédits des différents départements de la région, et on a créé en même temps les DDI, et donc un autre programme, le 333, les moyens mutualisés des départements. Et bien sûr, au début, on a dit, rassurez-vous, il n'y a que des crédits de fonctionnement et des crédits de fonctionnement courant. Puis 1 an ou 2 ans après, il y a eu des crédits personnels, puis 2-3 ans après, on a élargi l'ensemble de cette enveloppe, et on est arrivé au bout du processus, peut-être, je ne sais pas, en 2020, avec la loi de finances pour 2021, où on a un programme fusionné, celui des préfectures propres et celui des moyens mutualisés, qui est le programme de l'administration territoriale de l'État et qui fait 2,4 milliards et 240 000 emplois, sous l'autorité, bien sûr, du préfet de région. Troisième domaine, les fonctions support. Alors, sur les fonctions support, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des services généraux communs départementaux pour le niveau départemental, mais très vite, et avant même, on a eu plusieurs éléments qui ont montré que le niveau régional pouvait être celui d'une mutualisation dans certains domaines, avec la création auprès du SGAR de la plateforme régionale des achats, qui permet, comme le fait la direction des achats de l'État, des accords cadres au niveau déconcentré sur lesquels les différentes directions peuvent tirer, des bons de commande en quelque sorte. La plateforme régionale également RH, pour lesquelles il y a des mutualisations sur les sujets de formation ou de mobilité, qui sera peut-être utile demain dans d'autres évolutions. Et puis il y a ce sujet, alors qui n'est pas vraiment de la fonction support, mais qui est sur la fonction immobilière, donc plus stratégique, où on a créé un responsable de la politique immobilière de l'État, avec une subtilité, puisque ce RPIE, cette mission de la politique immobilière de l'État qui est en charge de la stratégie immobilière dans la région, sont responsables et sous l'autorité hiérarchique du DRFIP, mais sous l'autorité fonctionnelle du préfet de région. Et alors, suivant les régions, ça se passe plus ou moins bien, et suivant les personnes, mais en général, ça se passe bien. Et puis, dernier élément qu'il ne faut jamais oublier, et on revient à la case départ sur le sujet très budgétaire, qui est Chorus et l'exécution financière. Car on a mis en place Chorus à partir de 2009-2010, au moment où ces réformes se mettaient en place. C'est-à-dire c'était très compliqué, parce qu'on avait à la fois le système d'information, on avait les réformes d'organisation, avec une cible qui était un peu mouvante d'ailleurs, et ce qui fait que Chorus a peut-être perdu 1 ou 2 ans, le temps que la cible puisse se stabiliser. Et donc sur l'exécution financière, on a vu côté des GFIP que
on resserrait, ce n'était pas exactement les régions, mais le nombre de comptables assignataires dans les services déconcentrés. Et côté ordonnateur, les centres de services partagés étaient bien au niveau régional, avec au début 22 régions métropolitaines, puis 13. Mais là, avec plusieurs blocs, on le sait, il y a le bloc 1 intérieur, le bloc 2 agriculture, écologie, le bloc 3 où les finances sont mariées avec la culture et les affaires sociales, et puis à part la justice au niveau interrégional, et puis les rectorats évidemment qui sont également à part. Et la tendance se poursuit puisque la création progressive des SFAC puis des centres de gestion financière, qui est la fusion donc CSP et SFAC qui se met progressivement en place, tout ça se fait bien au niveau régional. Voilà. Donc il y a bien là aussi un levier de réforme qui a été le fruit de la mise en œuvre de la LOLF dans les services déconcentrés. Alors, en conclusion, et avant que la réalité du terrain ne soit peut-être mieux exprimée que moi par les vrais acteurs de terrain, je dirais que, contrairement à une idée reçue, et qui est vraiment très ancrée dans beaucoup de ceux qui écrivent sur le sujet, je pense honnêtement que la LOLF a été un outil de déconcentration. Parce que les BOP, c'est vraiment une enveloppe globale qui n'existait pas avant. Il faut se souvenir, et encore une fois les moins de 20 ans ne peuvent pas s'en souvenir, qu'il y avait des chapitres, articles, paragraphes qui étaient décidés par l'administration centrale et qui se déclinaient par l'administration centrale dans les services déconcentrés comme les tuyaux d'orgue. Les tuyaux d'orgue, c'était avant. Là, c'est un budget global et on voit bien qu'il y a des possibilités de redéploiement et de fongibilité qui n'existaient pas. On a oublié que les crédits de fonctionnement avant la LOLF étaient complètement compartimentés. Aujourd'hui, ce sont des budgets globaux et ça semble un acquis. Évidemment, personne ne veut revenir en arrière. Et donc, c'est un outil de déconcentration puisque les préfets ont une vision globale qu'ils n'avaient pas auparavant sur la totalité des crédits qui leur sont mis à disposition progressivement dans les services déconcentrés. Et puis, il y a eu un véritable dialogue de gestion, et là, les témoins pourront parler plus savamment que moi, sur l'aspect métier. Alors après, je suis obligé de le dire, qu'il y a des questions qui se posent, et ça va nourrir notre table ronde, qui est est-ce que oui ou non on a suffisamment décliné la performance, ou est-ce qu'on s'est plutôt intéressé à la consommation des crédits? Peut-être que la réponse est en partie dans la question. Est-ce que la contrainte budgétaire qu'on a connue 2 ans après la LOLF, 2006, 2008-2009, la crise des dettes souveraines, n'a pas été un handicap? Saltin faisant l'amalgame en disant on nous vend des libertés de gestion et on ne les a pas, mais il y avait une crise déjà très importante, même si on a connu pire depuis. Et puis enfin, l'éternelle question, qui n'est pas simple à régler, des fléchages des crédits. Voilà, j'en ai terminé dans cette petite perspective historique sur l'histoire de la LOLF dans les services déconcentrés, sa vie, son œuvre, et on va maintenant attaquer la table ronde proprement dite. Alors, la présentation ayant été faite par Mélanie, je ne vais pas la refaire, mais néanmoins, je vais vous demander peut-être dans un premier temps de nous expliquer votre positionnement institutionnel pour qu'il y ait une bonne compréhension de cette table ronde, parce que vous exercez tous des métiers différents. Sylvie Tirard s'occupe du BOP du rectorat, elle fait du T2 et du hors T2, et du hors T2 qui en valeur relative est faible, mais en valeur absolue est important. Nathalie Chaumette s'occupe avant tout de dépenses d'intervention, on va nous dire lesquelles, et de sujets, comme elle l'a déjà un peu dit, vous fait dire, très sensibles dans le Pas-de-Calais sur l'hébergement d'urgence. Antoine Goblet, lui, s'occupe de fonctions support, mais il a une autre expérience, bien sûr, sur l'ensemble des sujets financiers, et le régional de l'étape, si j'ose dire, Jean-François Dague, sur ses fonctions, j'allais dire, non seulement d'avis, de conseil qu'il peut mettre en place. Et alors, nous aurons, au milieu de la table ronde, une intervention de Benoît Laroche pour qu'il puisse nous rappeler ce qu'est et ce que sera le texte et l'application du texte déconcentration de mars 2021 du Premier ministre, ce qui nous permettra, dans une deuxième partie de la table ronde, de réfléchir à la mise en œuvre de cette déconcentration. Voilà, on va peut-être commencer par Sylvie Tirard, juste sur le positionnement institutionnel, qu'on comprenne bien ce que vous faites, les enjeux. Fonctionne, vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Donc pour resituer un petit peu l'éducation nationale au milieu des autres ministères et la façon dont on fonctionne, sur le paysage, les circonscriptions administratives dans lesquelles on intervient, il y a 30 académies. C'est la circonscription administrative historique, à la tête de laquelle il y a des recteurs d'académie.
Ces recteurs d'académie sont responsables de BOP. Il y en a 5 historiquement aussi. Un BOP consacré à l'enseignement privé et qui regroupe le premier degré et le second degré de l'enseignement privé. Un BOP qui est spécifique sur l'enseignement premier degré public. Un BOP qui est spécifique sur l'enseignement second degré public. Et puis ensuite un BOP consacré à ce qu'on appelle la vie de l'élève. C'est tout ce qui est autour de l'ensemble des actions éducatives ou périéducatives. Et c'est là qu'on va retrouver par exemple la gestion des CPE en établissement scolaire, tout ce qui a trait à la santé avec les médecins, les infirmières ou l'action sociale avec les assistants sociaux. Et puis le dernier BOP, c'est un BOP soutien, c'est le BOP 214, qui est celui qui sert à l'action des services déconcentrés, rectorat et inspection académique. Pour vous resituer aussi, une académie recouvre en règle générale plusieurs départements. Dans chaque département, il y a donc un adjoint au recteur qui est l'inspecteur d'académie, qui, lui, a une action sur ce département, qui était responsable du haut pour le premier degré, et qui gérait donc les crédits, principalement titre 2, donc masse salariale sur le premier degré. Se sont rajoutés à ça depuis quelques années, dans le cadre de la réforme territoriale, des régions académiques, donc qui supervisent du coup plusieurs académies, et pour lequel le recteur de région académique, qui est l'un des recteurs de ce regroupement d'académies, est responsable de BOP pour le programme 214. Donc les recteurs d'académie ont perdu la compétence de responsable de BOP sur ce programme soutien et elle est dévolue aux recteurs de région académique. Mais pour les autres BOP, les recteurs, les 30 recteurs d'académie restent responsables de 4 BOP. Et puis, il y avait aussi historiquement quelques crédits sur un BOP, 2 BOP dédiés à l'enseignement supérieur, le 150 et le 231, et qui restent là, pour le coup, dévolus aux recteurs de région académique. Voilà. Merci. Alors, Antoine Goblet, comme préfet responsable des moyens mutualisés de la direction régionale Île-de-France, un positionnement assez particulier. Quel est votre périmètre et vos enjeux ? Merci. Tout d'abord, permettez-moi juste de remercier la direction du budget, à la fois Mélanie, Alexandre et d'autant plus sous la présidence de France Mordac, de cette invitation que je prends comme un signe des temps parce que je ne sais pas si en 2001, on aurait imaginé que pour les 20 ans de cette date, on fasse une table ronde sur l'OLF et territoire. Mais je voulais juste dire en introduction, et avant de me présenter, qu'effectivement, moi, je considère que la LOLF a beaucoup fait pour déconcentrer les moyens de l'action de l'État. Donc, effectivement, la préfecture de région d'Île-de-France est un peu particulière puisqu'elle cohabite dans l'exercice des missions de l'État avec la préfecture de police, notamment, qui a des missions en matière de sécurité intérieure, que les autres préfectures de région exercent pour le compte du préfet de département, du chef-lieu de région. Elle est spécifique par ailleurs parce que le territoire est spécifique, c'est 30% du PIB national et donc il y a des missions qui sont un peu déformées, disons, par ce caractère de région capitale. Et donc notre organisation le reflète. Donc moi je suis en charge des moyens mutualisés de l'État en Île-de-France et je suis l'un des collègues des SGAR dans les autres régions pour toute cette gestion des moyens. Les politiques publiques et le suivi des politiques publiques avec les directeurs régionaux étant assurés par un collègue préfet, secrétaire général aux politiques publiques. Et donc, on a une spécificité d'organisation. Et j'ajoute une autre spécificité qui est que dans le cadre de la réorganisation de l'administration territoriale de l'État, la région Île-de-France est pilote et chargée d'une expérimentation puisqu'on met en place au niveau régional, comme d'ailleurs en PACA, une mutualisation des missions de soutien au niveau régional. Donc je soutiens pour tout ou partie de leur fonction support la DRAC, la DRIAF et la DRIEAT qui est la DREAL d'Île-de-France. Et ce depuis le 1er avril, donc c'est tout frais et j'espère qu'on pourra en parler un peu.
Pour le reste, c'est très proche de l'organisation que la collègue vient de présenter, avec un nombre de BOP cohérent avec celui des Hauts-de-France. On en a 32 en Île-de-France. Et pour répondre et saisir la perche que l'on m'a aimablement tendue sur le PIT, je pense que les préfets ont ressenti ce besoin parce que 32 BOP, c'est beaucoup. Pour chaque direction régionale, c'est plusieurs BOP. Et donc, parfois, on a le sentiment que pour une même politique publique, il y a quand même une petite segmentation et que la cartographie pourrait être plus simple. Et je pense que cette demande qui est effectivement l'horreur budgétaire absolue vient de là. Et là aussi, je veux bien qu'on y revienne si vous le souhaitez. Et donc, dans le quotidien, on a cette fonction de soutien. On a une fonction d'appui également dans le dialogue stratégique des directeurs régionaux avec leur administration centrale. Et donc, dans le jeu d'acteurs, c'est l'une des missions qui nous occupe en ce moment, puisque je sors d'une préparation du dialogue de gestion avec la DRIEAT, justement. Voilà, je ne veux pas être plus long, et donc on y revient tout à l'heure si vous le souhaitez. Merci. Donc, Nathalie Chaumette, la Pas-de-Calais. Bonjour, merci à tous. Je me demande, je suis toute petite là face à vous parce que en fait dans nos périmètres d'intervention on dépense beaucoup nous. Voilà, on est toujours dans ces crédits d'intervention. Alors la dette, elle est comme vient de dire Monsieur le Préfet très récente puisque la réforme de l'État donc de juin décidée en 2018, reportée en 2019 et en 2020. Donc aujourd'hui, on est une DDI parmi les 3 DDI qui sont auprès du préfet, qui rassemble à la fois l'ex-DDCS, que certains connaissent peut-être, qui était la cohésion sociale, avec les collègues de l'emploi, donc les UD directs. Donc aujourd'hui, on ne fait plus qu'une DDI qui s'appelle Direction départementale de l'emploi, travail et des solidarités au pluriel, on y tient beaucoup. Et dans les petits départements, en fait, on a une dette, je suis désolée pour les acronymes, hein, c'est horrible, une dette SPP, avec la partie protection des populations. Donc, bon, prenons un département simple, le Pas-de-Calais. Un gros département, donc le préfet a autour de lui 3 DDI, la DDTM pour le logement et le littoral, hein, parce qu'on a une grande façade maritime, la DDPP, protection des populations, et la DDETS que je représente humblement aujourd'hui. Donc cette réforme 1er avril, elle est importante parce qu'elle fixe un nouveau cadre institutionnel au niveau départemental. Et comme on fait jamais les choses très simples, en fait, on a 2 autorités hiérarchiques au niveau des DETS, quelle joie. Donc, je suis placée à la fois sous l'autorité du préfet, ça c'est un vrai bonheur personnel, mais aussi sous l'autorité de la ministre du Travail, puisque rassemble dans ma nouvelle direction tout ce qui est inspection du travail, système d'inspection du travail, qui n'est pas sous la responsabilité du préfet. Donc voilà, vous pouvez imaginer les soubresauts de la réforme et ce qu'on vit aujourd'hui pour faire que toute cette équipe essaye de travailler ensemble. Je n'ai pas encore trouvé toutes les clés, mais bon, on n'en est qu'à 9 mois, mais voilà, on y travaille. Donc ça, c'est la particularité de cette DDI. Pourquoi elle a été créée comme toujours, hein, pour une ambition politique tout à fait vertueuse, c'est de rassembler à la fois la cohésion sociale et l'emploi. Hein, remettre au travail toutes les personnes les plus vulnérables et notamment mettre en œuvre quelque chose de très fort qui est le service public de l'insertion et de l'emploi. Voilà, ça c'est notre job. Hein, c'est pour ça que cette direction elle a été créée et c'est ça qu'il faut faire vivre dans nos territoires et nos départements. Alors curieusement, bon, elle a été plutôt bien mise en œuvre, au-delà de l'acronyme qui est pas très sympathique, et aujourd'hui elle a un vrai sens sur le terrain. Hein, même si j'ai parlé avec un petit peu d'humour du bloc inspection du travail, mais aujourd'hui il y a un vrai sens de rassembler à la fois les politiques publiques en faveur des personnes les plus vulnérables et les politiques d'accès à l'emploi. Donc pour ce faire, on a un certain nombre de BOP, très connus, dont certains sont très connus, le 177,
pour ne pas le nommer, qui est aujourd'hui piloté par la DIAL, puisque là aussi, il y a eu une réforme au niveau de l'administration centrale. La DGCS, aujourd'hui, a laissé sur le pilotage de ce BOP sa place au DIAL. Le 303 sur le ministère de l'Intérieur, tout ce qui est demande d'asile. Et donc, ce qui est caractéristique de ces deux BOP, c'est qu'ils ont beaucoup progressé. Enfin, depuis que je m'occupe de ces questions-là, aujourd'hui, on est, c'est pas vous qui me le direz, le contraire, à des sommes assez vertigineuses. BOP 177, c'est 2 milliards d'euros au niveau national, et du coup, avec des crédits sans cesse en progression. Alors, est-ce qu'on répond vraiment à tous les besoins? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, voilà, on a effectivement à notre portée des crédits d'intervention de façon très importante. Le dialogue de gestion, pour essayer de respecter votre programme, le dialogue de gestion, on en a une partie avec l'échelon régional qui est la DRETS, puisque maintenant, il n'y a plus de DRJ, SCS et plus de direction régionale directe. Elles se sont aussi rassemblées. Donc, une partie des BOP, c'est avec la DRETS et une autre partie, c'est avec le SGAR. Alors ça, je pense que ça peut évoluer suivant les régions. Le SGAR des Hauts-de-France a souhaité le pilotage notamment du BOP 303. Dans le cadre de la réforme OTE, il y a certains BOP, je pense notamment au BOP 102, 103 en ce qui concerne l'emploi et l'insertion, qui ne sont pas délégués au préfet de département. C'est pour nous une vraie difficulté. On n'a pas compris pourquoi, alors peut-être que ça va venir, mais pourquoi le préfet de département ne pouvait pas être en responsabilité de ces deux BOP. Pour l'instant, la ministre du Travail ne le souhaite pas, et c'est à mon avis bien dommage, puisque une partie du pilotage est réalisée au niveau régional, alors que les acteurs que nous animons, que nous pilotons, sont au niveau départemental. Donc on se bagarre un peu en ce moment pour essayer d'avancer. Je ne sais pas si on va y arriver, mais ça ne nous empêche pas de travailler sereinement sur le terrain. Mais ça reste quand même compliqué de piloter des acteurs aussi importants, par exemple, que les missions locales ou l'insertion par l'activité économique, où il y a eu beaucoup de crédits donnés dans le cadre du plan de relance, ne soit pas sur le pilotage complet du préfet de département. Voilà. Et puis, dans le cadre de cette réforme, on a perdu une partie de nos collègues sur la partie jeunesse, engagement, sport, qui ont rejoint donc la sphère de l'éducation nationale au 1er janvier, à la fois au niveau régional et au niveau départemental. Au niveau régional, avec la création d'une nouvelle structure régionale placée sous l'autorité du recteur, la DRAGES, et au niveau départemental, donc les collègues qui travaillaient précédemment en cohésion sociale sur la partie jeunesse, engagement, sport, qui sont maintenant placés sous la responsabilité du DAZEN. Et puis, troisième paquet de la réforme, la création des secrétariats généraux communs, BOP 354, je ne me trompe pas, voilà, c'est ça, qui rassemble toutes les fonctions moyens, à la fois au niveau départemental, sur les préfectures et des DI. Donc, on n'a plus ces effectifs au sein de nos DDI. C'est une structure à part qui rassemble effectivement depuis le 1er janvier tous les éléments de fonctionnement, et notamment la partie RH. Donc là, voilà, on est en construction, c'est pas très facile. Le ministère de l'Intérieur a bien conscience que les choses ne sont pas complètement fluides. On y travaille. Moi, j'ai un petit peu de chance dans le Pas-de-Calais, ça se passe plutôt bien, mais ce n'est pas le cas dans tous les départements. Voilà sur la partie un petit peu plus institutionnelle de ce que c'est aujourd'hui une DDI, avec effectivement une particularité pour celle que je représente, avec deux autorités hiérarchiques complètement étanches. Et certains y veillent tous les jours. Merci. Alors, pour finir la présentation institutionnelle, donc je reçois le CBR-PACA. Quels enjeux et combien de programmes pour le GOP? Alors, merci Franck. Je vais peut-être juste rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que j'ai noté deux trucs sur les sujets de la déconcentration et qui nous occupent cet après-midi. Il y a un sujet donc entre administration centrale et administration déconcentrée, mais au sein de l'administration déconcentrée, il y a également un sujet entre l'administration régionale, du niveau régional, et l'administration du niveau départemental. C'est intéressant. Et lorsque je suis en contact
à la fois avec les DDI et les directions régionales, puisque j'y reviendrai, mais c'est un peu le positionnement du CBR et c'est ce qui fait sa richesse. Quand je vois la Drages, je dis ça serait bien de donner des ordres un peu à vos dettes. Là, ils me disent mais nous on n'a plus de hiérarchie. La Drages n'est pas le responsable hiérarchique des dettes qui sont dans les départements. Et donc ça crée des réseaux qui sont forcément qui peuvent amener quelques complications. Donc pour revenir maintenant sur juste la position institutionnelle du CBR, ça va être vite fait parce que tout a été dit par mes excellents collègues ce matin, mais peut-être pour mes voisins qui sont sur le plateau qui n'étaient pas là ce matin, je fais juste un petit rappel qui est la valeur de la pédagogie. Donc pour redire un peu les interactions qui sont utiles sur tous les sujets déconcentrés, notamment qu'ils soient spécifiquement, qu'ils soient spécifiques à une région ou qu'ils soient transverses à toutes les régions. Il y a ce point et c'est toute la plus-value que peut apporter un contrôleur budget régional, donc CBR, pour les bureaux sectoriels de l'ADB, puisque vous êtes représentés là et c'est à votre profit que l'on parle. Donc ce que je voulais dire, c'est le CBR peut apporter beaucoup et il est également en demande des bureaux sectoriels et sans doute il y a une valorisation là, du réseau de l'ADB hors les murs qui n'est pas encore mis complètement à profit et je pense qu'on peut y travailler. Donc il y avait la proposition de Trinôme qui a été faite ce matin, mais il y a peut-être d'autres solutions également. Ce qui est sûr, c'est que vous avez un réseau à votre disposition. Il y a des programmes qui sont exécutés majoritairement ou essentiellement en déconcentré. Et donc les CBR sont là pour vous donner du feedback, vous alimenter, faire des prévisions d'exécution à fin d'année, ce genre de choses, parce que c'est leur métier de tous les jours. Peut-être pour illustrer un peu mon propos, je suis binomé, je ne vais pas dire au quotidien, mais alors vous savez, excusez-moi, pour répondre à ta question, on a en PACA une 50aine de BOP, donc c'est les BOP de la sphère ATE, donc ceux qui concernent le préfet, mais il y a également tous les autres que ne voit pas le préfet. Donc les BOP de l'éducation nationale, il y a deux académies, il y a deux grosses académies, dont Aix-Marseille, qui est une grosse académie, plus donc la région académique, et il y a tous les BOP justice. Et puis, on parlait tout à l'heure des BOP qui sont en dehors de la région, enfin qui sont supra-régionales. Il y en a beaucoup en PACA parce qu'il y a pas mal de BOP qui intègrent la Corse. Je ne sais pas s'il y a des Corses dans la salle, mais il y a beaucoup de BOP qui sont en PACA et qui sont en même temps PACA Corse. C'est vrai sur notamment la justice, c'est tous les BOP de la justice sont comme ça, et puis il y a également tous les BOP de la façade maritime, et donc là pour le coup on empiète sur l'Occitanie, parce que toute la façade maritime, notamment pour les routes et la Méditerranée, le BOP d'Irmed, eux ils empiètent sur Occitanie, et puis il y a en plus tous les BOP qui concernent, le BOP massif des Alpes, qui est également géré par PACA, donc géré à Marseille. Donc par exemple, le fonds de solidarité, qui est un exemple dont je voulais citer, d'une collaboration qui a pu y avoir lieu entre le CBR et puis l'ADB, l'ADB Intramuros, pour mettre en place le fonds de solidarité pour rembourser les stations de ski, indemniser les stations de ski qui étaient à l'arrêt avec le Covid, et puis maintenant les écoles de ski. Donc là, il y a eu un gros travail de fait entre le CBR et puis l'ADB. C'est le cas également, donc je disais, sur des organismes, parce qu'en plus des BOP, il y a évidemment tous les établissements publics nationaux. Donc avec 5 BIAG, je ne dirais pas que je travaille au quotidien, et Nicolas Fievé n'est pas dans la salle, il m'a dit qu'il était en congé aujourd'hui, mais on travaille de manière très en amont des conseils d'administration et puis ex post également, notamment pour faire des contrôles a posteriori. Et donc là, il y a également un jeu, un binomage avec 5 BIAG et le CBR sur cet établissement-là, qui est vraiment qu'il faut mettre sous tutelle et qui c'est des budgets d'environ 50 millions d'euros. Donc c'est déjà des sujets assez intéressants. Je ne parlerai pas du plan Marseille, c'est 1 milliard d'euros qui va être mise en place pour la mobilité et les écoles, avec la création derrière d'un établissement public ad hoc. Et donc là également, le CBR travaille avec la 4e, Laurent Pichard, il y a 15 jours, on était sur ce sujet. Donc vous voyez, il
il peut y avoir des interactions dans les deux sens entre les bureaux sectoriels et les CB1. Je voulais le redire par rapport à ce qui a été dit ce matin, parce qu'il y a vraiment un rôle à jouer. Mais on reparlera après du CB1 vis-à-vis des administrations déconcentrées. Je vais parler d'ici pour ne pas contaminer le micro. Donc maintenant, on va poser la question de fond. Est-ce que la LOLF a pu améliorer, modifier, et donc l'améliorer, la gestion budgétaire? Alors, tout le monde n'a pas connu les période ancienne, donc c'est pas toujours facile de le faire. Néanmoins, ceux qui ont une expérience, il y en a autour de la table, peuvent nous le dire. Alors, je vais commencer par Sylvie Thira, parce que vous avez passé pas mal d'années dans les rectorats, donc vous avez pu connaître l'avant et l'après, donc on attend votre témoignage. Merci. Oui, moi je suis arrivée effectivement en service déconcentré au moment du passage à la LOLF, hein, juste à ce moment-là. Et j'ai eu le temps de voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et puis, je dirais on s'est construit au fur et à mesure. La LOLF, elle a déjà un certain nombre d'années. Les premiers temps, on était, je dirais, en service académique, on était content d'avoir ce degré d'autonomie et de responsabilité, sauf qu'on ne savait pas forcément faire avec. On avait des crédits, il a fallu qu'on apprenne finalement à se connaître, et ça fait partie, c'est le pendant finalement de l'autonomie et de la responsabilisation. Ça veut dire que il a fallu qu'on se muscle sur la connaissance de notre fonctionnement, de nos types de dépenses, qu'on puisse hiérarchiser nos priorités, qu'on arrive à faire des choix. Et donc, il a fallu qu'on invente de nouvelles fonctions de gestion que nous n'avions pas précédemment, qui existaient dans le privé, mais qui n'existaient pas dans la fonction publique. Et puis qu'on établisse un dialogue de gestion aussi bien avec les services centraux et puis avec nos établissements scolaires. Donc, il a fallu qu'on repositionne finalement toute la chaîne administrative dans une nouvelle logique de gestion, et savoir rendre compte, ça faisait partie de la LOLF, ce qui laissait beaucoup de liberté, mais qui nécessite aussi de bien savoir ce qu'on fait pour pouvoir identifier ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc ça, c'est toute cette partie de justification fait partie aussi de la LOLF, et ça nous a permis ces dialogues de gestion qu'on a pu avoir qui se sont construits aussi au fil du temps. On est parti de dialogues de gestion sur lesquels on essayait de tout faire. On regardait la mise en œuvre des politiques publiques, on parlait aussi des crédits, et puis au fil du temps, on a scindé les deux exercices. On leur parle toujours au sein du dialogue de gestion sur la mise en œuvre des politiques publiques, on parle toujours un peu de moyens, hein, c'est inhérent, mais on a un second temps ensuite avec les direction de l'administration centrale, où on a vraiment un dialogue plus technique sur la façon dont on a utilisé les crédits. Donc tout ça s'est construit vraiment au fil du temps. Et puis on a mis d'autres choses en place, comme du contrôle interne comptable, de l'audit interne, tout ça qui sont des garde-fous finalement à cette responsabilisation qui nous a été octroyée avec la mise en place de la LOLF. Voilà un petit peu pour un premier panorama. Et alors, un mot peut-être sur la fongibilité asymétrique, comment vous avez pu la pratiquer? Alors, la fongibilité asymétrique, on est toujours un peu angoissé à l'idée de la pratiquer. Oui, parce que c'est quand même une responsabilité importante. Alors, il y a à l'Éducation nationale quelque chose qu'on pratique assez couramment, qui est le service minimum d'accueil dans le premier degré, qui est donc une obligation de pouvoir accueillir l'ensemble des enfants, même lorsqu'il y a des mouvements de grève. Et donc, le principe a été imaginé de récupérer finalement ce qui est issu des services non faits par les enseignants, et puis de pratiquer une fongibilité asymétrique du titre 2 vers le titre 2 pour pouvoir financer les collectivités qui mettaient en place ce service minimum d'accueil à l'aide d'intervenants pour accueillir les enfants. Et donc, ça, c'est un des exemples de fongibilité asymétrique qui a été opéré, mais qui était plutôt, là, à ce moment-là, guidé par le ministère. C'est quelque chose qui, encadré et conçu par le ministère. Après, il nous est arrivé, dans certaines académies où j'étais, de mettre en place une fongibilité asymétrique sur d'autres programmes. Je pense au programme 230, qui est de la vie de l'élève, où on finance normalement... c'est aussi de la masse salariale, même si c'est sur dur titre 2, où on finance
les AESH qui sont ceux qui accompagnent les élèves en situation de handicap, les personnels dédiés à ça. Et on peut avoir des partenariats avec d'autres structures et on fait à ce moment-là de la fongibilité asymétrique de notre titre 2, parce qu'on en a aussi sur le titre 2, vers les AED, vers le hors titre 2 pour pouvoir financer et donner des subventions à d'autres collectivités ou à des associations qui nous viennent en aide sur ces missions. Donc ça se pratique, soit de manière encadrée par le ministère, soit localement parce qu'on avait une opportunité d'être plus efficient, toujours la notion de service public qui nous guide dans l'efficience de ce qu'on fait. Voilà. Merci. Alors, peut-être passer la parole au préfet Goblet qui, certes, gère les fonctions support, donc il y a eu des évolutions, donc il peut peut-être tracer ces évolutions, mais il a aussi d'autres sujets avec l'ensemble des services placés sous l'autorité du préfet qui peuvent permettre des améliorations en termes de redéploiement. Je pense qu'il va donner des témoignages sur ce point. Volontiers. Alors d'abord, effectivement, j'usurperais pas mal de choses en disant que j'étais là avant 2001 en responsabilité pour vous dire comment c'est depuis, mais à l'exemple de la réforme de l'OTE, on voit quand même des choses très intéressantes pour répondre à votre question, me semble-t-il, parce que la fusion de plusieurs programmes, la mutualisation des fonctions de soutien montre ce qu'on peut tirer de la LOLF, d'une réforme de cartographie, d'une mutualisation, comme levier, et montre aussi les limites que ça peut avoir. Donc je m'arrête 2 petites secondes sur ce premier sujet, et ensuite je vous parle volontiers du dialogue stratégique qu'on a avec les directeurs régionaux, avec leurs administrations centrales, parce que là aussi, on voit tout ce que la LOLF pourrait permettre, et ce sur quoi elle peut achoper, parce qu'il y a la vraie vie et l'application des règles. Alors, sur la nouvelle organisation territoriale de l'État et la création d'un programme de soutien dont Madame parlait, le 354, qui est bien connu de certains dans la salle, on a sur ce programme, en Île-de-France, l'ensemble des moyens humains et des moyens hors titre 2 pour soutenir les services de l'État qui sont dans ce périmètre, c'est-à-dire l'administration déconcentrée historiquement du ministère de l'Intérieur, désormais les DDI. On soutient en fonctionnement également les directions régionales dont j'ai parlé tout à l'heure dans le cadre de cette nouvelle mutualisation régionale étendue, qui est un peu sur le modèle des secrétariats généraux communs départementaux que nous mettons en place au niveau régional en Île-de-France. Donc ce programme nous permet quand même de faire des choses extrêmement bénéfiques à l'action de l'État au niveau déconcentré, puisque on est en mesure de subvenir à des besoins conjoncturels, par exemple, de services de l'État qui nécessiteraient d'être renforcés sur certaines missions, que ce soit en matière de recrutement ou en matière d'investissement. Et ça prend des formes très concrètes. Je prends un exemple, durant la crise sanitaire, nous avons pu, pour les services de l'administration territoriale de l'État, gérer de façon complètement mutualisée l'allocation d'équipements de protection individuelle. Et vous vous souvenez tous à quel point c'était sensible. Et donc, on a bien sûr veillé à des imputations budgétaires multiprogrammes pour ne pas financer sur le programme mutualisé l'intégralité des besoins. Je pense notamment aux forces de sécurité intérieure qui sont financées elles-mêmes parce qu'elles sont très nombreuses. Mais sur ce programme 354, on a organisé au moins sur le plan logistique l'approvisionnement de l'ensemble des services de l'État. En Île-de-France, c'est 13 500 agents qui ont bénéficié de ça. Ça a été extrêmement facilité par la réforme qui avait été mise en place. Sur des recrutements, on est en mesure, en faisant fi de la cartographie et des tuyaux d'orgue ministériels dont on parlait un peu en introduction, on est en mesure de renforcer, par exemple, le ministère de la Transition écologique sur certaines missions qui sont prioritaires. Le Premier ministre, en ce moment, nous demande de mettre un accent très fort sur le logement et donc de mettre en place un plan d'accélération de la production de logements en Île-de-France, parce que c'est plus important encore que dans notre région. Et donc, on peut recruter des effectifs pour le compte de directions qui ne sont pas budgétairement
uniquement portés par le ministère de l'Intérieur et ce programme 354 mutualisé pour l'administration territoriale. Mais on a quand même, on touche du doigt malgré ça, des limites très très concrètes. On parlait d'exécution budgétaire, je crois que c'était vous, Monsieur Mordac, et dans votre article, vous le mentionnez également. L'organisation en bloc comptable est en train d'être modifiée. On évolue et on s'organise avec les pilotes des 3 blocs pour simplifier la vie, notamment de ces équipes qui gèrent maintenant des moyens mutualisés sur le programme 354. Mais la mutualisation de ces moyens sur le programme continue à être exécutée comptablement sur 3 blocs et on a des différences d'approche qui sont très concrètes. Je prends un exemple, nous avons tous reçu la circulaire de fin de gestion de la direction du budget et de la DGFiP très récemment. La date de fin de gestion est le 15 décembre, je résume, puisqu'il y a bien sûr différentes dates en fonction de la nature des dépenses. Mais pour le bloc 2, on nous dit que c'est 15 jours avant. Et donc, ça veut dire que bien sûr, pendant la première quinzaine de décembre, on aura sans doute le droit de continuer à dépenser un peu notre argent, le vôtre, celui des Français, sur les missions qui sont prévues. Mais on n'a pas du tout une approche harmonisée de ces questions. Et on a des ruptures de charges très importantes et des questions qui se posent très concrètement pour les équipes financières, territoriales, pour savoir sur quel bloc elles exécutent telle dépense, de quelle plateforme, ça dépend. Quand on a un retard de paiement sur une prestation, il faut d'abord chercher qui est le comptable responsable pour remonter la piste. Donc, cette question de l'exécution, par exemple, elle n'est pas complètement neutre et elle s'oppose un peu à ce qu'on pourrait espérer en termes de potentiel de la LOLF au niveau des concentrés. On a de multiples exemples de ce type. Je parlais par exemple de la direction régionale qui est en charge du logement et des programmes que Madame évoquait sur l'hébergement d'urgence. On a des sujets majeurs que vous connaissez sans doute mieux que moi ici, sur le programme 177, sur le programme 303. Et cette direction régionale, la DRIL, suffoque parce que ces missions sont extrêmement sollicitées sur le plan métier. Sur le pilotage budgétaire, elle est débordée parce qu'il y a une dépense qui est en forte augmentation et elle dépend de 3 programmes pour traiter ces questions de pilotage. Donc, nous essayons chaque année d'avoir un dialogue de gestion stratégique avec 3 ministères, 3 secrétaires généraux, un pilote, le ministère de la Transition écologique, et d'autres moins pilotes et donc moins préoccupés par les difficultés de cette direction régionale. Le ministre de la Santé, qui est le responsable du programme 124, n'a pas la même écoute, je dirais, à cette politique-là qu'il l'a pour des politiques purement sanitaires. Donc on a du mal à avoir l'écoute des responsables sur des questions très concrètes. Et le morcellement et la cartographie que je décrivais, 32 BOP régionaux, certes, ça permet de responsabiliser l'échelon territorial, mais ça cloisonne aussi les dépenses et ça ne permet pas toujours de redéployer autant que l'on voudrait. Et donc je crois qu'à la fin de la table ronde, on parlera d'une proposition, d'une décision du Premier ministre qui est extrêmement importante, qui nous permet d'aller un peu plus loin. Sur le dialogue stratégique, en 2 mots, là aussi, le rôle du préfet de région doit dépendre beaucoup de la région. Donc, chaque préfet de région s'articule comme il le souhaite avec les directeurs régionaux. Nous, ce qu'on essaie de faire avec Marc Guillaume en Île-de-France, c'est d'abord de s'appuyer sur les collègues de la DRFiP, le contrôleur budgétaire régional avec qui on a un dialogue très étroit et très fécond. J'essaie de reproduire ce à quoi j'ai été habitué en administration centrale avec une CBCM que je vois et ce qui me réjouit. Donc d'essayer de faire en sorte que la finalité soit toujours de fluidifier l'action et de ne pas se contenter de rester sur la cartographie telle qu'elle est, d'imaginer qu'elle peut évoluer le cas échéant et de faciliter les fongibilités
Alors on parlait de fongibilité asymétrique, on n'a pas toujours le luxe de se poser cette question en administration déconcentrée. On pourrait. Les urgences sont souvent différentes. C'est vrai qu'en centrale, on essaie de le faire, mais là aussi avec quelques précautions et puis quelques contrôles. C'est certain. Donc cette promesse de fongibilité particulière, elle reste encore à concrétiser parfois. Mais dans les dialogues stratégiques, ce qui est certain, c'est que on est souvent confronté, en plus de la discussion sur les missions, sur comment répondre à l'objectif politique du gouvernement, comment répondre aux besoins de la nation. On est confronté à des questions très concrètes de cartographie et de moyens pour atteindre ces objectifs. Objectivement, moi, ce que je sens, c'est que les secrétaires généraux en centrale ont eux aussi parfois le sentiment d'avoir des contraintes qu'ils ont du mal à traiter du fait de l'organisation des choses, qui encore une fois est très favorable à la responsabilisation sur le papier de l'échelon territorial. Ça, c'est vraiment totalement le cas. Mais dans certains ministères, sans citer personne, on a un fléchage en centrale qui est à l'euro près des politiques publiques. Dans d'autres, on a une très très grande latitude pour organiser l'action publique territoriale. Donc là aussi, il y a un besoin d'évaluation, je pense, de ce que représente la LOLF au niveau déconcentré. Merci. Alors, Nathalie Chomette, dépenses d'intervention, le dialogue de gestion, comment se passe-t-il? Les améliorations apportées par la LOLF, est-ce que vous les voyez? Pour préparer la table ronde, vous m'avez posé la question, la LOLF avant-après. Je ne me rappelais plus, donc j'ai essayé de mieux comprendre. Donc c'est vrai que le système de crédit descendant par chapitre, paragraphe, article, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, M. Mordac. Aujourd'hui, la LOLF, elle nous permet quand même, dans une globalité des crédits qui nous sont délégués, d'avoir un peu plus d'imagination pour répondre aux besoins. Parce que moi, mon rôle, au-delà de dépenser, c'est de répondre à des besoins qui sont particuliers et qui s'expriment sur le territoire. Et la difficulté qui est la nôtre est d'anticiper ces besoins, puisqu'on est sur des programmes, je parle du 177 et du 303, on démarre chaque année dans un système d'insuffisance, c'est chronique. Bon. Même si on essaye d'être un peu plus vertueux, même si la ministre nous a dit cette année, il y a la LFR au mois de juillet, après c'est terminé, on n'y revient plus. Ben moi là, je suis en train de creuser 3 millions d'euros là, depuis vendredi dernier, dans le BOP 177. Pour une question pour un sujet particulier qui est la situation migratoire à Calais. Donc là, je suis en train de creuser 3 millions d'euros que j'attends pour terminer l'année. Donc au-delà de cet exemple, la LOLF, elle permet quand même d'avoir un peu d'inventivité dans les actions qu'on doit mettre en œuvre qui sont multiples. Par contre, je suis assez d'accord, aujourd'hui, les responsables nationaux, des BOP nationaux, nous enjoignent quand même à respecter un certain nombre d'actions, et notamment d'actions politiques. Cette année, là, sur le BOP 177, je suis un exemple parmi tant d'autres. Moi, je ne prétends pas être significatif, mais on a eu 15 délégations sur le BOP 177. 15. Alors, qui vont de 10 millions d'euros à 158 000 euros 500. Et que je ne peux pas utiliser à autre chose. Donc ça, c'est normal, c'est la commande politique, il n'y a pas de souci. Moi, je suis comme vous, fonctionnaire, j'applique, donc il faut mettre en œuvre. Mais il n'y a pas de fongibilité, là, c'est pas possible, c'est un leurre. Parce que moi, j'ai des comptes à rendre à la fin de l'année au DIAL, je dois engager ces 158 500 euros, même si j'ai estimé que ce n'était pas la priorité du département du Pas-de-Calais. Mais l'appel à projet a été lancé au niveau national, on n'a pas de maîtrise. Et donc, il y a des réponses qui se sont présentées sur le département. Donc ça, c'est une vraie, c'est une vraie difficulté. Ça répond à un besoin. C'est pas là que j'aurais mis la priorité. Mais comme c'est descendu de Paris, on l'a mis en œuvre et on a trouvé les opérateurs. Donc vous savez que nous, on travaille avec essentiellement des opérateurs associatifs, par le biais de conventions.
contractuels. On n'est pas sur des marchés publics, mais il se trouve que dans le Pas-de-Calais, j'en ai 3. Je pense que je suis la seule avec le département du Nord à avoir engagé des marchés publics, mais sur des questions d'accompagnement et de dispositifs humanitaires. Et donc, moi, ce que je vois, compte tenu de la complexité des actions que nous devons porter, de leur volatilité, de leur imprévisibilité, de la commande politique qui peut être différente d'une année à l'autre. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est du vécu. Nous, en fait, on n'a eu qu'une solution, c'est de bien se rapprocher de notre contrôleur budgétaire régional, comme vous le disiez, monsieur le préfet, de bien dialoguer, de bien expliquer ce que l'on faisait, de bien voir avec lui pourquoi on n'avait pas en début d'année l'intégralité des crédits qui nous sont nécessaires. Pour lui, c'était vraiment quelque chose d'incompréhensible. Et donc, je dirais que voilà, on a créé de la confiance, du dialogue. Donc aujourd'hui, quand il a des engagements réalisés, parfois le 20 décembre, de l'année N, parce que les crédits, je les ai eus le 17 décembre, il n'y a plus cette barrière. C'est-à-dire qu'on se comprend, on essaye d'anticiper. Je ne dis pas qu'on le fait vivre au quotidien, les difficultés qu'on a à résoudre, mais au moins, il y a cet espace de dialogue et j'espère de confiance, parce que sans la confiance, on peut pas travailler, parce que les sommes sont quand même assez vertigineuses. Et là, je m'aperçois en vous parlant que je ne lui ai pas dit que j'attendais encore quelques millions d'euros, donc je vais le faire en rentrant ce soir, lui faire un petit mail en disant « Écoute, voilà ». Parce qu'à chaque fois, si vous voulez, et puis nous, on a un objectif. Vous parliez tout à l'heure, Monsieur Mordac, performance ou engagement des crédits, consommation des crédits, vous disiez. Comment vous dire ? Aujourd'hui, je suis plus dans la consommation des crédits que la performance. Je ne peux pas vous dire le contraire. Moi, mon objectif, c'est est-ce que tous ces crédits qui sont obtenus par la force du poignet, par nos collègues de l'administration centrale pour répondre à nos besoins, je mets tout en œuvre pour les engager avant la fin de l'exercice budgétaire. Parce que d'abord, les besoins sont là, parce que j'ai mandaté des opérateurs pour m'aider et que certains se sont beaucoup bagarrés pour avoir ces crédits. Donc, il faut que je les engage. Et donc cet engagement des crédits, pour moi, c'est là, surtout dans cette période-là, c'est vraiment mon principal objectif. La performance, on en parle quand on a un petit moment, peut-être dans les dialogues de gestion qu'on fait en fin d'année. Alors nous, dialogue de gestion avec l'administration centrale, on a beaucoup râlé dans la région Hauts-de-France pour y participer, parce que sinon, c'était que la région. Mais qui mieux que le département du Pas-de-Calais ou le département du Nord peut exprimer ses besoins face à la DGCS, face à la DGEF, face au DIAL, mieux que nous, quoi. C'est pas les collègues de la région qui peuvent expliquer ce à quoi on est contraint tous les jours. Donc nous, on s'est un petit peu bataillé pour avoir cette petite place dans le dialogue de gestion parce que ça nous paraissait important. Et puis après, je pense que ce qui est important, c'est de gagner la confiance de nos collègues de l'administration centrale en essayant d'objectiver ce que l'on fait. C'est toujours difficile dans la cohésion sociale d'objectiver ce que l'on fait, combien de personnes en a pu sortir, pourquoi d'une année sur l'autre ces programmes sont en progression et qu'on a autant de personnes qui sont sans abri ou sans logement, etc. Pourquoi je n'arrive pas à endiguer la prise en charge des personnes qui sont en flux migratoire, qui veulent passer en Angleterre. Donc tout ça, c'est que finalement de la confiance et de l'intelligence et puis du rendre compte, bien sûr. Parce que si on ne rend pas compte, c'est vrai que les collègues d'administration centrale vont nous dire « ouais, mais bon, la prochaine fois, tu te débrouilles, quoi. » Voilà. Merci. Alors, évolution du rôle du CBR avec les ordonnateurs, avec la LOLF. Il s'est passé plein de choses. Alors, oui, je ne sais pas ce que le CBR faisait avant la LOLF, mais ce qui est sûr, c'est que la LOLF, en déconcentré, permet, en théorie, dans toute la plus pure théorie, une capacité d'initiative aux gestionnaires AirBop pour mettre en œuvre avec efficience les politiques publiques qui sont décidées au niveau national, voire européen. Alors ça, j'invente rien, c'est l'article 1 du décret de 2015 qui porte charte de la déconcentration. Alors ça, c'est la théorie. Et puis, en pratique, effectivement, pour préparer cette table ronde, j'ai consulté Monsgar et je lui ai dit, si tu avais un truc à dire, ça serait quoi ? Eh bien, sa réponse, c'était, je le cite, les administrations centrales ont conservé leur réflexe de fléchage des crédits et de micromanagement de leur suivi.
de suivi de l'exécution de ces crédits. Donc la capacité d'initiative, la marge d'initiative à 100% n'est pas effectivement encore réalisée en région et en département. Ceci dit, le CBR, le contrôleur, lui, il porte son action sur un point, et je pense que la LOLF, là-dessus, a énormément fait avancer les choses par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est les autorisations d'engagement. Les AE, et donc c'est ce sur quoi porte le contrôle des contrôleurs, des CBCM et des CBR, c'est de vérifier qu'il y a bien un engagement ferme et que les crédits ne sont pas dépassés, qu'il y a une autorisation préalable qui est donnée pour engager fermement l'État à hauteur de ce montant. Et ça permet donc d'avoir une vision pluriannuelle. Alors je ne pense pas qu'elle existait, mais peut-être qu'on y reviendra, avec les autorisations de programme qui étaient quand même pas vraiment surveillées et que l'on poussait comme ça d'année en année. Là maintenant, on a une véritable gestion pluriannuelle des crédits grâce aux autorisations d'engagement dans un cadre LOLFien où les crédits sont annuels. Donc là, je pense que c'est vraiment un plus si je devais en citer qu'un. Et puis peut-être je reviens sur juste un point qui a été dit, je ne prendrai pas la parole plus longtemps, c'est le fait qu'on s'aperçoit en déconcentré qu'on n'a pas encore été au bout des réflexions sur l'architecture budgétaire. Elle a été construite en 2006 au moment de l'entrée à la LOLF. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites depuis, mais il me semblerait nécessaire de refaire ce qu'on avait fait à une époque à l'ADB, c'est-à-dire des conférences maquettes, mais là, en y associant vraiment le terrain pour revoir toute l'architecture, le cadre de la gestion budgétaire, pour simplifier certaines positions. En introduction, M. Mordac, vous disiez qu'il n'était plus question d'avoir un programme avec 2 BOP pour un seul gestionnaire. Eh bien, en déconcentré, on a encore une direction régionale qui a 2 BOP sur un même programme. Et, on les citera hors micro. Mais ça existe, oui, ça existe même plusieurs fois. Et donc là, il y a encore des mesures de simplification et qui permettront donc une liberté de manœuvre pour les gestionnaires. Merci. Alors donc on peut sans doute faire mieux, d'où les améliorations possibles. Et on va laisser la parole à Benoît Laroche-de-Roussenne qui va nous parler de déconcentration actuelle et future. Merci beaucoup et merci à tous pour ces témoignages qui m'ont permis déjà de relever au moins 2 infractions à la circulaire du 10 mars. Donc les convocations vont partir. Non, mais pour montrer qu'il y a encore beaucoup de travail. La déconcentration, effectivement, c'est un chantier très porté, très important pour le gouvernement qui va dans le sens de la responsabilisation des gestionnaires publics. Et on a vu ce matin que toutes nos réformes tendent à la promouvoir. Et donc pour ce travail, nous avions, avec la sous-direction, fait des groupes de travail sur le terrain pour justement essayer de relever un certain nombre d'irritants. Et je vois que c'est c'est très en ligne avec ce que vous nous avez dit et qui nous avait permis de proposer au Premier ministre une circulaire qu'il a signée le 10 mars dernier, qui rappelait quelques principes et qui prenait quelques décisions nouvelles. Premier principe important de cette circulaire, c'était de faire vraiment bénéficier très concrètement le niveau déconcentré de ce qui était à l'époque, c'était avant la crise, mais je crois que ça allait rester, la gestion apaisée, donc la meilleure visibilité et la plus grande confiance qu'il y avait dans les relations au niveau central, notamment avec une visibilité accrue sur les crédits qui étaient disponibles, une mise en réserve limitée et un accord quasi systématique des reports. Ceci devait se traduire au niveau déconcentré par une notification des crédits avant le début de la gestion et une délégation d'au moins 80% au cours du premier trimestre. Je vois que c'est déjà pas forcément le cas partout. Et deuxième point important, c'était le fait que les reports devaient être redonnés au niveau de l'UO qui les avait générés. Pour justement faire moins de pression sur la fin de gestion, sur la consommation brute des crédits, mais pouvoir redonner plus de place à la performance, à la mise en œuvre de la gestion et ne pas avoir les camions qui tournent dans la cour, pour reprendre une image très, très classique. Donc, premier point, visibilité, sur faire bénéficier aux services déconcentrés des mêmes mesures, des mêmes réformes que la centrale. Deuxième point, allègement de contrôle. Là-dessus, certains seuils de contrôle des CBR ont été revus. 7 programmes ont été totalement exonérés de visa a priori. Et ceci devait permettre aux CBR d'être plus clairement perçus comme un appui, comme un conseil, de passer plus de temps sur cette fonction-là et un peu moins de temps sur la fonction de contrôle a priori, à proprement parler. Je crois comprendre que cet objectif est peut-être un de ceux qui est le mieux atteint. Deuxième grand chapitre de la circulaire,
c'était de redonner au niveau déconcentré toute sa marge et son autonomie de gestion. J'avoue qu'on avait été très surpris pendant les premiers groupes de travail de voir tous les acteurs qui nous disaient mais on a un vrai problème, on ne peut pas faire de fongibilité, la fongibilité est interdite. On ne comprenait pas parce que pour nous la fongibilité dans la LOLF est bien que la fongibilité asymétrique, mais au sein du RT2 tout est fongible. Et en fait non, on voyait, pour avoir creusé un peu, que ce terme de fongibilité s'appliquait en fait au fléchage des crédits, c'est-à-dire au sein du RT2, avec des fléchages parfois à la ligne de quelques milliers d'euros, avec une demande de rendre compte de l'utilisation des crédits sur des enveloppes de quelques milliers d'euros. Donc ça, c'est évidemment complètement contraire à la LOLF. Et donc la circulaire prévoyait bien que sur les crédits de fonctionnement, c'était absolument à bannir. Il peut y avoir un fléchage indicatif, mais il ne s'impose pas. Et sur les crédits d'intervention, en revanche, là, effectivement, il peut y avoir certains cas où ça peut rester, puisqu'il y a quand même une conduite nationale de politique avec des orientations à donner. Mais qu'en tout cas, sur le fonctionnement, il n'y a aucune raison de garder ce fléchage, donc celui-ci est très clairement prohibé dans la circulaire. Et le troisième point important était celui de la simplification du cadre budgétaire, avec deux volets. Un premier volet qui est celui de la maquette, je vois qu'il est toujours d'actualité, et là-dessus, c'est un peu une déception pour parler très franchement, parce qu'un premier travail a été fait l'année dernière, et un certain nombre d'ailleurs de préfets, de SGAR ont contribué, de CBR, ont fait remonter des propositions. Et le dialogue ensuite en interministériel avec les ministères a abouti au résultat que vous voyez dans le PLF, c'est-à-dire absolument rien. Voilà. Donc là, on a encore un très gros travail parce que derrière chaque programme, il y a un RPROG. 10 000 nombres de programmes, ça veut dire 10 000 nombres de RPROG. Et on a vraiment un très très beau travail en centrale pour arriver à pousser un peu plus fort sur cette rationalisation de la maquette. Mais en tout cas, la méthode un peu consensuelle qu'on a voulu faire l'an dernier n'a pas eu de résultat. Donc il faudra sans doute qu'on voit différemment. Et le deuxième point sur la simplification du cadre, c'est celui du cadre comptable. Vous l'avez relevé, la circulaire prévoyait bien qu'on généralise le modèle des CGF, donc centre de gestion financier, qui permet quand même d'avoir une moindre redondance des contrôles et une chaîne de la dépense plus fluide. Et la deuxième étape, et on voit qu'elle s'impose quasiment d'elle-même après tout ce qu'on vient de se dire, c'est bien qu'ensuite on aille vers la fusion aussi des blocs. C'est-à-dire qu'on va faire une fusion verticale entre les blocs et les comptables. On voit bien que l'étape suivante, mais qui n'est pas dans la circulaire, mais qui est peut-être à discuter pour aller plus loin, c'est d'avoir un bloc unique en région et donc de fusionner horizontalement pour avoir une chaîne comptable qui soit unique et des nécessités, plutôt des exigences ou des règles posées par les gestionnaires qui soient les mêmes pour tous et qu'on n'ait pas effectivement des gestionnaires qui sont obligés de jongler entre des pratiques différentes en fonction du bloc auquel elles doivent faire passer ou par lequel elles font passer leurs dépenses. Peut-être deux points pour finir sur mon intervention. Je note, je relève ce que vous avez dit sur l'articulation entre région et département. C'est un point effectivement important. Et on l'a vu parce qu'une enquête flash a été réalisée pour voir comment est-ce que cette circulaire a été mise en œuvre. Et on a eu des retours assez différenciés entre région et département, avec des mesures très connues et plutôt, semble-t-il, appliquées en région, et des résultats beaucoup moins positifs en département. Donc peut-être qu'il y a une descente progressive des pratiques qui doit encore avoir lieu, et donc peut-être une insistance à mettre sur cette deuxième étape. Et l'autre point était effectivement sur les étapes suivantes qui nous arrivent. Et donc, il y a une grosse étape devant nous qui est celle de la mesure 3%. Mais je crois que, Jean-Antoine, tu voulais en dire un mot pour donner encore plus de liberté sur l'aspect RH. Mais en tout cas, je retiens de cet échange que notre circulaire, en tout cas, je pense, adresse un certain nombre de sujets importants. Mais bien qu'étant sorti il y a 8 mois, est encore loin d'être appliqué. Donc, il faut qu'on redouble d'efforts là-dessus. Merci. Donc des pistes de simplification déjà édictées qui semblent pour certaines répondre déjà aux attentes qui ont été formulées dans cette table ronde, mais on va peut-être interroger maintenant dans notre dernier tour de table chacun de nos témoins. Donc Sylvie Tirard, simplification bienvenue, d'autres pistes possibles? Alors finalement, en écoutant les collègues autour de la table, je me dis que j'ai beaucoup de chance d'être à l'Éducation nationale parce qu'on a un fonctionnement qui est quand même assez fluide, peut-être parce qu'il y a moins d'interlocuteurs. Les recteurs sont en échange constant avec les directeurs d'administration centrale. Les maquettes budgétaires, pour moi, sont assez simples. Sur le hors titre 2, on a évidemment des briques budgétaires, mais on arrive, lorsqu'on dialogue avec notre responsable de programme au niveau national, à passer d'une ligne à l'autre, hormis sur les loyers budgétaires, mais sur tout ce qui est dépenses d'intervention, remboursement des frais de déplacement, etc. On arrive à jongler en cours d'année d'une ligne à l'autre. Donc on a déjà une souplesse d'action que visiblement n'ont pas les collègues ici autour de la table. Voilà. Et pourtant, on travaille avec des montants
qui sont extrêmement impressionnants, parce que l'éducation nationale, ça représente plus d'1 million de personnel et puis un budget conséquent. Moi, à Créteil, sur les 5 BOP, sous l'autorité du recteur, je gérais 5 milliards d'euros, donc c'est pas rien non plus, même si effectivement 90% c'est de la masse salariale. Et pour autant, même sur la masse salariale, on a une facilité d'action dans le recrutement des personnels. On peut choisir, même si on a des plafonds, on a des schémas, on sait les respecter ou revenir à l'équilibre en cas de besoin, mais on a une souplesse d'action qui nous permet, si on n'arrive pas à recruter par exemple un certain nombre de cadres de catégorie A, et ben de se dire j'ai une mission qui se développe ailleurs, qui est une priorité d'une politique publique qui se met en place, et ben je vais recruter plus de catégorie B pour pallier l'absence de catégorie A, et ça va me permettre de faire autre chose et de dégager du temps sur un responsable administratif de catégorie A. Donc on a une souplesse d'action déjà assez importante. Du côté des enseignants, c'est la même chose. On a une marge de gestion entre le nombre d'enseignants qu'on a pour être devant chaque élève, et puis on arrive à se dégager des priorités pour dire, eh bien, alors l'enveloppe elle est toujours fermée, hein, c'est comme pour tout le monde, et puis on a des crédits qui nous arrivent aussi en cours d'année avec des demandes spécifiques. On a dû mettre en place les vacances apprenantes et il a fallu racler les fonds de tiroir. Enfin, tout ça, c'est de la mécanique budgétaire qu'on connaît, mais ça relève quand même de choix académiques et de se dire que eh bien, on va donner moins cette année à un établissement scolaire et puis on donnera plus parce qu'on veut préserver la ruralité ou qu'on veut préserver l'éducation prioritaire. Ça relève vraiment des choix des recteurs et on a une souplesse d'action que nous permet la déconcentration au sein de l'éducation nationale qui est quand même très appréciable et que je recommande particulièrement aux collègues ici autour de la table. Alors, nous, je pense qu'on aimerait même parfois aller plus loin, c'est-à-dire qu'on est bloqué par les BOP, pour le coup. Si on a un enseignant du premier degré qui peut être très performant dans le cadre de l'éducation prioritaire et qu'on veut le recruter pour être chargé de mission, si l'action est financée par du programme 141 qui est le second degré, ben on ne peut pas forcément aller chercher, enfin on y arrive toujours, hein, on bidouille toujours, mais c'est extrêmement compliqué. Alors que sur le programme de l'enseignement privé mêle le premier et le second degré, et on a encore plus de marge de manœuvre finalement au sein d'un même ensemble scolaire. On peut avoir un enseignant qui va intervenir dans le premier, dans le second degré. Donc ça, ce sont des souplesses d'action dont on pourrait se dire on peut aller encore plus loin dans le recrutement. On pourrait avoir des administratifs qui font aussi de l'enseignement et inversement. Enfin, on pourrait, voilà, en termes de RH, faire encore mieux que ce qu'on fait actuellement. Merci. Donc, Antoine Goblet, une nouvelle règle des 3%? Est-ce que j'ai le droit de parler d'autre chose aussi? Oui, bien sûr. En 2 mots? Non, simplement parce que je réfléchissais à ce que moi je retirais de cette table ronde. Énormément de choses, d'abord par partage avec les collègues ici sur l'estrade, mais moi j'aurais beaucoup aimé pouvoir échanger aussi avec la direction du budget, qu'on n'a pas l'occasion de voir en grand aréopage de cette façon. Et je me demande si on n'a pas intérêt déjà à se voir beaucoup plus ensemble, parce que pour la direction d'administration centrale, qui est la direction du budget, l'échange avec les échelons territoriaux n'est peut-être pas si fréquent. Alors, je sais qu'il y a des choses qui se font, mais je profite de votre invitation et du goût que la directrice du budget démontre pour ce dialogue, pour insister là-dessus, parce que même si certains auraient peut-être envie de me pendre haut et court pour avoir tenu de tels propos, je pense par exemple que l'administration de la direction du budget et celle du ministère de l'Intérieur se ressemblent énormément. Ce sont 2 directions très interministérielles, en fait. Les services sont très interministériels. Moi, je viens du Trésor, qui est une belle et grande maison, mais beaucoup moins interministérielle, qui réfléchit beaucoup à des sujets très importants, mais qui n'a pas toujours le réflexe d'en parler avec d'autres. Et le budget et l'intérieur ont vraiment beaucoup de points communs. Et en revanche, ils ont une très grande différence, c'est qu'il y a une direction d'administration centrale et il y a un ministère qui est très tourné vers le déconcentré et l'administration territoriale. Et je pense qu'il y a énormément de choses à s'apprendre mutuellement. Je prends un exemple avant de parler des 3%, qui est vraiment pour moi une mesure fondamentale pour démontrer qu'on peut faire confiance à l'échelon déconcentré sans prendre de risques budgétaires.
parce que je pense qu'en fait, il y a certains malentendus qui viennent de là. Un exemple et demi. Le programme 362 sur le plan de relance, nous nous en attendions énormément avec les préfets de région de tout le territoire en termes de déconcentration, parce qu'on nous a demandé d'agir vite, d'agir fort, et on a constaté que la cartographie était quand même très verrouillée par les administrations centrales. Et d'ailleurs, je ne pense pas que c'était nécessairement la volonté de la direction du budget. Mais on a été un peu déçus de constater que, par exemple, sur des sujets extrêmement longs à faire maturer comme l'immobilier, il y avait un verrouillage en centrale, alors que peut-être on aurait pu aller encore plus vite en ayant des BOP plus déconcentrés. Or là, on a vraiment beaucoup de BOP centraux, un verrouillage central. Voilà. Voilà. Et tout ça ne traduit pas une grande confiance dans les échelons déconcentrés. Or, je prends l'exemple d'un programme que je connais peut-être un peu mieux que les autres, le 354. C'est un programme qui déconcentre l'intégralité des moyens, masse salariale, ETP, plafond d'emploi, hors titre 2, et qui, en règle générale, grâce au brio de la 5e sans doute, et de 5BIAG en particulier, mais aussi parce que les préfets sont très rigoureux, et le RERPROG en centrale l'est aussi, sous-consomment légèrement en fin d'année, ce qui permet de financer les nécessiteux du ministère de l'Intérieur, que sont la police et la gendarmerie en général, mais qui pourrait quand même montrer que l'administration déconcentrée, quand on la laisse en responsabilité, est très rigoureuse. Et donc, c'est le bon exemple. Il y a une déconcentration maximale et une rigueur de gestion très importante. Et donc, les 3% sont une excellente nouvelle parce que il y a un impensé peut-être dans notre discussion, c'est quand même le volet RH. Le budgétaire est très important, mais moi, mon constat le plus frappant, quand je suis arrivé à une échelle déconcentrée, qui n'est pas tout à fait la plus déconcentrée, mais quand même, c'est que par rapport à l'administration centrale, où déjà on sent certaines pesanteurs en termes de recrutement, là, c'est plus des pesanteurs, c'est Gulliver attaché au sol par une multitude de liens. Il faut demander l'autorisation à notre administration centrale pour recruter des contractuels au-delà de 600 d'indices majorés et de 3 ans de durée de contrat. C'est une énorme amélioration de l'existant par rapport à avant, puisqu'avant, c'était pour tout. Et vous avez une capacité de répondre à des priorités qui est quasi nulle quand vous avez cette capacité de recruter là. Alors j'écoute avec intérêt la collègue de l'Éducation nationale, et donc ça donne envie effectivement de poursuivre le voyage administratif, mais là il y a un énorme sujet. Donc les 3%, pensez de façon très simple en fait, comme j'ai compris que ça l'était par la direction du budget, avec 3% de vraie fongibilité sur des effectifs. Donc il y aura des programmes financeurs, il y aura des programmes bénéficiaires. Et puis à la fin de la gestion, on met tout au carré dans le PLF, et par exemple, et dans une loi de règlement. Mais c'est exactement ce dont les échelons déconcentrés ont besoin pour avoir un tout petit peu plus de capacité à répondre aux feuilles de route que le Premier ministre donne aux préfets de région, par exemple. Merci. Alors Nathalie Chebette, vous avez déjà parlé un peu du fléchage des crédits, mais est-ce qu'on peut simplifier, améliorer? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Je rebondis sur les aspects RH parce que là, avec cette réforme, en fait, la réforme OTE, on a bien sûr la création des SGCD, mais chaque ministère reste maître de ces ETP. Et donc, c'est là où on voit, puisqu'aujourd'hui, ils sont censés être gérés, tous les ETP, par des DDI, des préfectures, par une seule structure qui est le SGCD. C'est là, je pense, que vous voyez les rigidités des uns et des autres, ou les souplesses qu'on aimerait bien avoir dans certains programmes, ou de l'incompréhension qu'on a vécue cette année, notamment pour nos structures des DETS, de ne pas avoir de schéma d'emploi arrêté ou de l'avoir eu au mois de mai. Et puis, il se trouve qu'en
vous avez assisté à un quart difficile, hein, Monsieur Mordac, que les préfets ont appris le 15 octobre que, en fait, il n'y avait pas de plafond d'emploi, mais certains étaient en sureffectif, d'autres en sous-effectif. Je pense que ça a laissé des traces. Vous avez évoqué tout à l'heure là le BOP 124. Ça a été une vraie déception là. Une vraie déception, parce que en fait, on est quand même sur des ETP très restreints. On est des petites équipes. Je ne suis pas là en train de pleurer, hein, parce que bon, voilà, on fait ce que et j'adore ce que je fais, mais c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux. Et là, on n'a pas été aidé en termes de structuration pour nous aider dans cette réforme à consolider. Donc, on s'est, moi, je le vis comme, enfin, je vous le dis comme je le sens. On s'est grillé vis-à-vis des préfets qui ont découvert la cavalerie RH à laquelle nous étions conduits depuis le mois de juillet, puisque pas de schéma d'emploi, mais il fallait quand même publier des postes. Je ne sais pas si vous l'avez vécu en région Île-de-France. Et moi, à un moment, je me suis arrêtée en disant, mais j'ai pas de plafond d'emploi, et il faut que je publie des postes, mais je vais où là? Et ça, c'est voilà. Donc, il faut que chacun fasse un pas en matière RH sur la façon dont il conduit ses équipes. Et là, je m'adresse à l'administration centrale, aux secrétaires généraux, parce que là, en fait, la création des SGCD a mis en lumière quand même des pratiques extrêmement diverses, voire très désavantageuses pour certains agents et ETP. Donc ça, on l'a assez mal vécu. Donc ça, il y a vraiment un effort à faire. Donc cette circulaire, elle le dit, hein, elle doit faciliter les recrutements, etc. Aujourd'hui, pour avoir un contractuel de 2 mois, il faut que je demande la permission. Hein. Et donc du coup, là, je perds le bénéfice de prendre des contractuels pour terminer l'année. Donc je vais rendre des crédits parce que le circuit administratif est tellement lourd qu'on n'est pas arrivé à recruter ces effectifs qui nous sont nécessaires. Et puis, après, cette réforme, il y a encore le BOP 124, ça c'est clair, il est au SGCD. Le 155, il n'est pas au SGCD. Donc là, après, on se bagarre entre nous pour savoir, effectivement, est-ce que c'est le département qui peut publier ses postes au niveau départemental quand ils appartiennent au 155, donc avec ce travail, ou c'est la région. Et comme on ne s'est pas entendu, ça a un peu cafouillé. Alors, là, ça va mieux, mais je pense que c'est partout pareil. On l'a fait remonter. Hein, on a fait remonter notre incompréhension, notre colère, parce que pendant ce temps-là, il y a des effectifs qu'on n'a pas pu recruter parce que les circuits administratifs étaient trop longs, ou parce que, par exemple, pour le bloc inspection du travail, on ne peut recruter que des collègues qui sortent de concours et que les concours ne sont plus organisés ou ne nous permettent pas de combler ces postes alors qu'ils sont nécessaires. Donc, plutôt que les crédits d'intervention, je pense qu'effectivement, cette circulaire du 10 mars et les 3% que vous venez d'expliquer, alors, devraient nous permettre au niveau régional de fixer certaines priorités, et notamment, vous l'avez évoqué, je vous en remercie parce que sinon j'allais le faire, c'est les lettres de mission qui ont été adressées au préfet là, il y a quelques semaines. Les feuilles de route, elles induisent un engagement, un objectif. Ces lettres de mission, on les a construites avec eux, et on a à la fois les réformes prioritaires de l'État, etc., mais il y a aussi des dossiers structurants locaux pour lesquels on va avoir besoin de cette marge de manœuvre de 3% pour porter ces sujets dans les territoires. Et donc, c'est vrai que ça, c'est plutôt un signe positif en termes d'organisation pour nous permettre de mieux coller et de mieux affecter les priorités ETP sur ces dossiers politiques publics. Voilà. Merci. Alors donc, le représentant de la direction du budget dans les services déconcentrés, il existe. Merci, et très rapidement. Lorsque la circulaire du 10 mars est sortie, donc c'était le 10 mars, quelques semaines après, on avait les CRG1, donc le compte-rendu de gestion numéro 1, où on voit tous les BOP, et j'en avais profité pour leur poser formellement la question, comment est-ce qu'elle est appliquée, cette circulaire? À force, elle venait de sortir, donc c'était juste pour avoir une vision panoramique de départ, et on s'était aperçu, en tout cas en PACA, qu'il y avait seulement un quart des BOP qui avaient connaissance de leur enveloppe en fin d'année N-1, c'est-à-dire que les 3/4 la découvraient en début d'année et devaient faire leur programmation donc sur une enveloppe qu'ils découvraient en début d'année. Pareil, seulement un quart des BOP n'avaient pas de crédit fléché.
Donc, 3/4 des BOP ont des crédits fléchés et sur lesquels ils n'ont pas donc, de capacité d'action. Et enfin, 13% seulement avaient reçu une notification complémentaire au regard de leurs résultats N-1. Ça me fait rebondir peut-être sur quelque chose que la LOLF, on cite dans les cours, dans les formations qu'on fait, c'est-à-dire le cercle vertueux de la LOLF et de la prise en compte des résultats N-1 pour améliorer la gestion en cours d'année et programmer celle de l'année suivante. Là, je crois qu'il y a encore une marge de progrès assez importante. Et enfin, il y a beaucoup d'administrations déconcentrées, de directions régionales et de RUO qui nous disent, quand on leur dit « mais ça, il faut le signaler à votre responsable de programme, proposez une modification de la maquette, proposez, regardez vos activités, elles ne sont pas conformes à ce que vous faites, donc modifiez les activités ». Et beaucoup nous disent « ça, on le dit à notre responsable de programme, mais on n'est pas du tout entendu ». Alors, je ne sais pas quelle est la qualité du dialogue de gestion qui existe. Elle est très variable entre les administrations. Et sans doute, certaines administrations ne prennent pas non plus, ne font pas forcément l'effort ou ne l'appuient pas comme il faut pour se faire entendre de leurs responsables de programme. Et tout ça pour m'amener à dire, peut-être qu'il y a un sujet qu'on n'a pas du tout, qu'on a occulté, et qui revient de manière récurrente, c'est la performance, c'est qui avait été initié tout au départ. Est-ce que ce n'est pas le moment du coup de réintégrer un peu de performance, de gestion par la performance plutôt que par la gestion des crédits? Et pourquoi pas, puisque le contrôleur dans le décret GBCP ne porte pas son contrôle sur la performance, mais ça pourrait être une idée pour l'avenir, c'est qu'il ait un droit de regard sur ces indicateurs de performance. Merci beaucoup. Alors, je retire 3 conclusions de cette table ronde. La première, c'est que personne n'a envie de revenir en arrière et l'ordonnance 59. Je pense que c'est clair, c'est déjà un acquis. Deuxièmement, vous avez mis en exergue les sujets RH. Alors, emploi et RH, je dirais, parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué. En fait, l'une des réponses des ministères entre eux, c'est d'avoir quand même centralisé le T2 sur un programme unique. J'ai fait le calcul, on a dû passer de 75 programmes à T2 en 2006 à 52 aujourd'hui. Je ne suis pas sûr exactement à l'unité près. Donc c'est une réponse, pas la seule. Et au sein de chaque ministère, centralisation du T2, qui est un peu contraire à l'esprit de la LOLF, mais on comprend toujours les raisons qui peuvent pousser à cette évolution. Et puis troisièmement, il y a un sujet structurel, mais qu'on n'arrivera jamais à résoudre complètement, qui est cette articulation à trouver entre le niveau vertical, les programmes sont ministériels, c'est la LOLF, et le niveau horizontal d'un préfet qui représente les politiques publiques sur le terrain. Donc il y a des accommodements à trouver, mais la réponse parfaite, je pense, elle n'existe pas, sinon par les êtres humains qui discutent et mettent en œuvre les politiques publiques. Voilà, merci en tout cas à vous tous de cette table ronde. J'espère qu'elle a pu éclairer les plus jeunes et conforter les plus expérimentés. Et merci encore à la direction du budget de vous avoir réunis.